Hey, salut à tous! Alors, vous aimez Mad Max et les coupes à l'iroquoise? Pas de problème! Aujourd'hui, on regarde Radlands. Alors, petit avertissement avant de commencer, c'est un jeu qui n'existe pas en français aujourd'hui et qui n'est pas disponible dans le commerce puisqu'il est issu d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter qui a eu lieu en 2021. Et la boîte que j'ai ici, c'est la boîte Deluxe, c'est-à-dire la boîte où vous avez le jeu de base, qui en fait est aussi petit que ça, et puis les tapis de jeu. Donc là, je vais vous montrer le jeu avec les tapis de jeu, mais il faut savoir que si vous achetez la version uniquement comme ça en rikiki, vous n'aurez pas les tapis de jeu avec. Donc, je pense que la version boutique anglaise va arriver dans pas trop longtemps, donc vous pourrez vous le procurer, c'est aussi pour ça que je fais la vidéo. Et puis, bon, j'imagine qu'un jour ou l'autre, ça arrivera bien en français, puisque le jeu est plutôt bon, et je vois pas pourquoi il n'arriverait pas. Et donc, c'est un jeu qui nous a été fait en financement participatif par Roxley Games, qui sont les mêmes qui ont fait Steampunk Rally. Donc Radlands, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs uniquement, dans un monde post-apocalyptique, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est un jeu dans lequel on va avoir des paquets de cartes communs entre les 2 joueurs, un paquet qui va représenter les personnages et les événements qu'on va pouvoir jouer devant nous, et un autre paquet qui va représenter les camps. Et durant chaque partie, les joueurs vont avoir 3 camps devant eux, donc il y en a 34 différents au total, donc ça laisse pas mal de rejouabilité. Et l'objectif, ça va être de détruire les 3 camps de l'adversaire avant que lui-même vienne détruire vos 3 camps. Pour la mise en place, chaque joueur va d'abord piocher 6 camps du paquet de 34 camps, et à partir de ces 6 camps, on va en choisir 3 qu'on va placer devant nous. Donc chaque camp en fait va avoir des capacités spéciales, donc il va falloir choisir des camps qui vont bien comboter les uns avec les autres. Donc bon, là je m'en fiche, je regarde un petit peu au hasard. Hop, par exemple si je prends ces 3 camps là, et ces 3 camps ça va être important puisque déjà ça va nous donner des capacités unique qu'on va pouvoir utiliser durant la partie, donc ça va un petit peu guider notre jeu et la manière dont on va orienter notre partie et ce qu'on va chercher à faire. Et surtout, il y a une deuxième spécificité sur ces camps, c'est que vous voyez, hop, ici il y a un petit numéro, donc là c'est 0 par exemple, ça peut aller de 0 à 3, ça vous dit combien de cartes, en additionnant tous les chiffres sur vos camps, ça vous dit combien de cartes vous allez piocher pour votre main de départ. Donc si vous avez choisi un camp qui a un pouvoir plutôt cool, en général, il vous donne 0 carte de départ, et si vous avez un camp qui a un pouvoir un petit peu pourri, ou pas très bien, ça dépend, ils sont jamais pourris, c'est juste qu'ils sont un petit peu moins bien que les autres parfois, il va vous donner plus de cartes au début de la partie. Donc par exemple, celui-là m'en donne 0, celui-là m'en donne 2, celui-là m'en donne 1, ça veut dire que ma main de départ va être constituée de 3 cartes que je pioche sur le dessus du paquet. Voilà. Ensuite, je prends ma carte Château d'eau, que je place ici. Chaque joueur fait pareil, hein, chaque joueur avec son... Alors si vous n'avez pas le tapis de jeu, bah, vous imaginez qu'il y a des emplacements comme ça devant vous. Et chaque joueur prend aussi sa carte Raider, qui va placer juste là. Et une fois que chaque joueur a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Alors, comment se déroule le tour de jeu? On va regarder tout simplement sur l'aide de jeu. En premier, on va réaliser les événements. Alors, les événements, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes qui ressemblent à ça, avec une espèce de bordure jaune et noire. Donc ça, c'est les événements, et les cartes qui n'ont pas ça, bah, ce sont des personnes. Il n'y a que 2 types de cartes dans le jeu, c'est assez facile. Les personnes, on va les jouer sur les 6 emplacements qui sont ici devant les camps. Et les événements, eux, vont être joués sur la piste d'événements qui comprend 3 positions. Et à chaque fois qu'on va jouer un événement, je vais avancer un petit peu sur le reste de la partie, mais à chaque fois qu'on va jouer un événement, ici c'est indiqué dans quel emplacement on va le jouer. Emplacement 1, emplacement 2, emplacement 3. Si jamais il y a un 0, ça veut dire que l'événement s'active immédiatement. Et donc la première phase du tour de jeu, ça va être de faire progresser tous les événements qui sont placés sur cette piste d'événements. Donc ceux qui sont dans la case 3 avancent en case 2, ceux qui sont en case 2 avancent en case 1, et ceux qui sont dans la case 1 vont s'activer à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait au début du tour de jeu. On avance tous les événements d'un. S'il y avait des événements qui passent dans la case 0, on va dire, ou en tout cas qui étaient déjà dans la case 1, ces événements s'activent et on applique immédiatement leur effet. Bon, au début de la partie, moi j'ai pas d'événement, donc il se passe rien pour cette première phase du tour de jeu. Deuxième phase du tour de jeu, je vais récupérer mon eau, puisque l'eau ça va être la ressource, c'est normal, on est dans un monde post-apocalyptique, il nous faut de l'eau. Ça aurait pu être le pétrole aussi, mais ici c'est l'eau. Et on va récupérer 3 eaux au début de chaque tour de jeu. Alors, petite exception, au premier tour du premier joueur, on va récupérer juste une eau, c'est pour compenser l'avantage de jouer en premier, mais sinon, à partir du tour suivant, tout le monde joue avec, hop, 3 eaux au début de son tour. Et ensuite, quand vous avez pris vos 3 eaux, vous piochez également une carte. Alors c'est très important parce que les cartes, on n'en pioche pas beaucoup, c'est la seule occasion où presque on va piocher gratuitement des cartes, c'est au début de son tour de jeu. Et enfin, troisième partie de votre tour de jeu, ce sont les actions. Vous allez pouvoir jouer des cartes et activer des capacités de vos cartes qui sont déjà jouées
autant que vous le souhaitez et autant que vous pouvez vous les payer avec les os que vous avez récupérés. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est de jouer une carte. Pour jouer une carte, on regarde le coût de la carte qui est indiqué juste ici. Alors c'est indiqué dans des gouttelettes d'eau, là j'ai toutes mes cartes qui me valent juste une gouttelette d'eau, donc je peux jouer presque ce que je veux. Donc par exemple, lui il a l'air pas mal, il fait des dégâts, je décide de le jouer, je vais payer une eau, et comme c'est un personnage, je peux le jouer dans n'importe lequel, alors ça n'a aucun intérêt de le jouer et de laisser un espace derrière, je peux le jouer dans n'importe lequel des 3 espaces qui sont devant mes camps. Sachant que c'est important de choisir la bonne colonne, puisque ça va venir, le personnage va venir protéger mon camp des attaques directes de l'ennemi. Donc imaginons, je décide de... Ce camp-là, il est très bien, j'ai envie de le protéger, donc je mets mon mec devant. Et pour indiquer que je viens de le jouer et que j'ai pas droit de l'utiliser, qu'il n'est pas encore prêt, c'est un peu comme dans Magic ou dans Keyforge, ce genre de choses, hein, il souffre un peu du mal d'invocation. Donc je ne peux pas l'activer tout de suite, donc je laisse le jeton qui m'a servi à le payer dessus pour montrer que je l'ai payé ce tour-là et qu'il n'est pas encore prêt, je ne peux pas encore utiliser sa capacité. Ensuite, je peux très bien décider de jouer une autre carte, par exemple celle-là, qui me coûte aussi qu'une seule eau. Et cette carte, je peux la jouer là, 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 mais si je veux, lorsque je joue une carte, je peux aussi la jouer derrière une carte qui est déjà présente, en la décalant tout simplement, hop, et donc je pourrais venir le jouer à cet endroit-là. Si jamais j'ai des événements, je peux également les jouer, hein. Les événements écoutent aussi de l'eau, donc ça c'est l'événement que je vous ai montré tout à l'heure. La famine, je peux la jouer, je la joue dans l'emplacement 1, hop, qui est ici, donc il s'activera au début de mon prochain tour de jeu. Mais pour l'instant, il ne se passe rien avec cet événement. Voilà, donc ça c'est la première possibilité, tout simplement, c'est de payer le coût d'une carte, soit d'une personne, soit d'un événement, et de le jouer. Deuxième possibilité à votre tour de jeu, si vous ne voulez pas jouer de cartes, vous pouvez aussi, ou si vous n'en avez plus en main, vous pouvez aussi piocher des cartes, et dans ce cas-là, alors c'est indiqué sur le tapis de jeu, mais en vrai c'est pas indiqué, vous pouvez payer 2 os pour piocher une carte. Donc c'est extrêmement cher, ça fait plus des 2/3 de votre revenu du tour qui partent dans l'achat de cartes. Troisième possibilité, vous pouvez payer une eau pour prendre le château d'eau. Alors le château d'eau, il ne fait rien de particulier, c'est juste que comme à la fin de votre tour, toutes les eaux que vous n'avez pas dépensées sont perdues, ça vous permet de thésauriser une eau d'un tour sur l'autre, et donc ce tour-là, vous n'allez jouer que 2 eaux et prendre le château d'eau, et au tour suivant, vous aurez les 3 eaux de votre revenu habituel, plus le château d'eau qui pourra compter comme une eau, et que vous pourrez jouer comme une eau au tour où ça vous arrange. Et une fois que vous l'avez joué, vous le remettez à son emplacement, et vous pourrez repayer une eau pour venir le récupérer dans votre main. Quatrième action disponible à votre tour de jeu, ça va être d'utiliser les capacités des cartes que vous avez jouées. Alors quand vous utilisez ces capacités, tout simplement sur la carte, hein, hop, je vous montre en gros plan, ici vous avez le coût de la capacité qui est indiqué, et en dessous vous avez l'effet. Alors parfois l'effet c'est juste un symbole, parce qu'il y a quelques symboles qui seront assez récurrents dans le jeu. Parfois vous avez une capacité un petit peu particulière, et donc là c'est décrit avec du texte ce que fait exactement cette capacité. Donc parfois ça coûte rien du tout, parfois ça coûte 1, 2, 3, ça a des coûts assez divers et variés. Et lorsque vous activez la capacité d'une carte, il faut que la carte soit prête. Une carte qui est prête, c'est une carte qui ne vient pas d'être jouée, puisque une carte qui vient d'être jouée a un jeton sur elle, donc elle n'est pas prête, et c'est une carte dont la capacité n'a pas encore été utilisée, puisque par exemple, si j'utilise la capacité de cette carte, je viens mettre le coup sur cette carte, et donc la carte est considérée comme ayant été utilisée pour ce tour, et je ne pourrai pas réutiliser une deuxième fois sa capacité. Voilà, donc ça c'est assez logique. Petite précision, si jamais une carte a un coût d'activation de 0, c'est assez possible, donc ça veut dire que vous n'allez pas placer 2 jetons dessus, pour bien montrer qu'elle a été activée, vous allez prendre un de ces petits jetons recto-verso qui sont dans la réserve, et vous allez le placer sur la carte pour dire que, voilà, celle-là, elle a été activée pour ce tour, je ne peux plus y toucher, je devrais attendre le prochain tour pour réutiliser sa capacité. Et puis, deuxième élément, il y a une petite distinction à faire entre les personnes et les camps, puisque les personnes, comme les camps, peuvent être endommagés, ils peuvent subir des dégâts. Donc une fois qu'une personne ou un camp subit un dégât, il est incliné sur le côté, hein. Hop, par exemple comme ceci, ça veut dire que là ces 2 cartes ont chacune subi un dégât. Et lorsque une personne ou un camp subit un deuxième dégât, il est détruit. Donc la personne est tout simplement retirée du jeu, et le camp il est retourné et placé sur sa phase détruite. Alors ça c'est important quand on parle de l'activation des cartes, puisque une personne qui a été endommagée est considérée comme n'étant pas prête, et donc on ne peut pas activer sa capacité. Là je ne pourrais pas payer pour faire la capacité de cette personne tant que je ne l'aurais pas guéri. Par contre, un camp qui a été endommagé et qui est incliné sur le côté, je peux toujours utiliser sa capacité, même s'il a été endommagé. Donc ça, c'est la petite distinction à faire qui peut quand même avoir son importance durant la partie.
Donc voilà, lorsque je veux utiliser une capacité, tout simplement, je paye le coup, je mets l'eau dessus, que ce soit une personne ou que ce soit un camp, ça fonctionne exactement de la même manière. Alors, je vais essayer d'être assez complet, mais c'est difficile parce que chaque carte a quand même ses petites particularités, ses petites conditions, des fois des petits pouvoirs passifs qui s'appliquent. Par exemple, quand il y a du blanc ici sur la carte, c'est un pouvoir passif qui va s'appliquer. Mais globalement, on a quand même un certain nombre de symboles qui reviennent assez fréquemment, un nombre limité d'actions, et c'est ces actions-là que je vais vous présenter. Alors la première action possible, c'est le symbole radioactif ici, ça veut dire détruire. Alors détruire, ça veut dire, c'est même pas endommager, endommager ce serait juste, ou blesser ce serait juste, on fait un dégât à la carte, détruire c'est juste, on détruit la carte, on la dégage du jeu. Donc si c'est une personne, elle est retirée du plateau, elle est mise dans la défausse, et si c'est un camp, il est tout simplement retourné sur sa face détruit. Donc ça, détruire c'est assez violent. Ensuite, on a le symbole endommagé. Donc endommagé c'est ce symbole-là ici, qu'on retrouve ici par exemple sur cette carte ou sur cette carte, c'est un symbole qu'on trouve assez fréquemment. Et là, il faut que j'introduise une nouvelle notion, qui est la notion de carte protégée et carte non protégée. Une carte protégée, c'est une carte qui se planque derrière une autre carte. Par exemple, le camp qui est ici est protégé par cette carte. Le camp qui est ici est protégé par cette carte. Ce camp-là, par contre, n'est pas protégé. La personne ici n'est pas protégée, et cette personne non plus n'est pas protégée parce qu'ils sont directement soumis aux attaques de l'ennemi. Donc là, c'est très important pour le symbole d'endommagement, de faire des dommages, puisque quand vous faites un dommage à une carte, alors vous pouvez choisir la colonne que vous voulez, par exemple ici mon Railgun, si je paye 2 os, je peux faire un dommage, je paye 2 os dessus. Je ne suis pas obligé de faire des dommages dans cette colonne-là, puisqu'il faut imaginer que mon adversaire est en face, je peux faire des dommages dans n'importe quelle colonne, mais je ne peux taper qu'une unité qui n'est pas protégée, c'est-à-dire que je ne vais pas tout de suite pouvoir aller attaquer les camps de l'ennemi s'ils sont protégés par des unités. Par contre, si je tape sur une unité qui n'est pas protégée, eh bien, hop, je vais l'incliner. Il faut imaginer, bien sûr, je fais ça chez mon adversaire, pas chez moi, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est le symbole endommagé. Et l'intérêt d'endommager, c'est que vous pouvez endommager à la fois les personnes, mais aussi les camps. C'est la petite différence avec le deuxième symbole, qui est le symbole de blessé, qui lui ne peut être attribué que à des personnes. Je ne peux pas blesser un camp, je ne peux seulement blesser des personnes ennemies qui sont sur le terrain. Hop. Ensuite, on a ce symbole-là, qui est le symbole de restauration. Tout simplement, quand une personne a été blessée, eh bien, ou un camp, même, ça marche aussi pour les camps, je peux le redresser. Alors attention, une personne qui vient d'être redressée n'est pas prête et ne peut pas être activée pour le tour en cours. Elle pourra être activée au prochain tour. Ensuite, on a le symbole Raid. Alors le symbole Raid, c'est très intéressant puisque ça fait référence à cette carte de Raider, qui est une carte d'événement, et qu'on a toujours avec nous durant la partie. On retrouve ce même petit symbole ici. Et lorsque j'active ce symbole, ça veut dire que je vais pouvoir placer cette carte Raid sur la case 2, comme ça l'indique ici. Donc c'est un événement qui va être un petit peu récurrent dans la partie. Et lorsque la carte Raid, au bout de 2 tours, arrivera à maturation, on va dire, mon opposant devra endommager un de ses camps. Donc ça fait, même qu'il soit protégé ou pas protégé, peu importe, il devra endommager un de ses camps. Donc les cartes Raid, c'est une manière assez violente de faire du mal au camp de votre adversaire et aussi de précipiter la fin de la partie, si jamais il n'est pas assez rapide à vous détruire lui-même. Donc ça c'est intéressant, et non seulement quand vous jouez le symbole Raid, vous pouvez mettre l'événement Raid en jeu, mais si jamais vous jouez encore une fois ce symbole Raid, par exemple ici, là je le laisse sur une de mes cartes, je peux payer 2 os pour activer le symbole Raid. Si la carte, alors j'enlève celle-là, si la carte est déjà en jeu et qu'il n'y a personne devant elle, eh bien vous pouvez la faire avancer d'une case. Donc en fait, à jouer des cartes Raid, vous pouvez même accélérer cet événement, et s'il est déjà ici et que vous rejouez un symbole Raid, eh bien boum, l'événement explose et l'adversaire doit endommager un de ses camps. Donc ça, ce symbole-là, ce symbole Raid, il est assez puissant, et une fois que l'événement a été activé, il revient dans votre réserve, et vous pouvez de nouveau l'activer un petit peu plus tard. Autre symbole qui n'est pas très courant, c'est ce symbole-là qui vous donne une eau supplémentaire. Alors bien évidemment, en général, c'est pas payant, puisque sinon il faudrait payer une eau pour gagner une eau, ce serait complètement idiot. Donc c'est juste, ça vous donne une eau, elle vous donne une eau supplémentaire tant qu'elle est en jeu et tant qu'elle n'est pas inclinée, donc tant qu'elle n'est pas endommagée. Le symbole des punks, qui vous donne un punk supplémentaire. Alors ça, c'est assez particulier, puisqu'en fait, les punks, c'est pas des cartes spécifiques, c'est toutes les cartes, puisque tous les dos de cartes ont un punk. Donc en fait, quand vous récupérez un punk, vous piochez juste une carte face cachée, vous regardez pas ce que c'est, et vous pouvez la placer sur votre plateau comme si c'était un personnage. Et en fait, ces punks vont agir un petit peu,
ils n'ont pas de capacité, et en plus ils n'ont qu'un seul point de vie, c'est-à-dire que si vous leur faites un dégât, vous les retirez du jeu. Donc ils sont pas terribles, mais c'est un petit peu de la chair à pâté pour absorber les dégâts de l'ennemi. Et puis évidemment, vous vous en doutez, il y a quelques cartes qui vont comboter avec les punks, et ça va vous permettre de les exploiter d'une manière un petit peu plus intelligente que uniquement pour en faire de la chair à canon. Donc ça c'est un élément aussi important du jeu, c'est les punks. Et pour tous les éléments de jeu, les punks sont considérés comme des personnes normales, sauf qu'ils n'ont pas de coups et qu'ils n'ont pas de capacité particulière, et qu'il faut vraiment avoir des cartes qui combattent avec eux pour pouvoir les utiliser proprement. Et enfin, le dernier symbole, et je vous disais c'était très très rare de le trouver, c'est le symbole de piocher des cartes. Donc cette unité-là vous permet de piocher des cartes. Alors en général, quand une unité vous permet de piocher des cartes, elle vous demande d'en défausser juste après, donc finalement c'est surtout pour faire tourner un petit peu votre main, mais généralement ça ne va pas augmenter démesurément le nombre de cartes dans votre main. Donc on a vu que durant votre tour de jeu, vous pouvez jouer une carte en payant son coût, piocher une carte en payant 2 eaux, prendre le château d'eau en payant 1 eau, et activer les capacités des différentes cartes en payant également des eaux, ou parfois elles peuvent être également gratuites. Donc ça c'est les actions principales, et puis vous avez encore une autre action que vous pouvez faire, qui peut être intéressante, et qui est en lien avec le symbole qui est en haut à gauche de chaque carte ici. C'est que chaque carte, au lieu de la jouer, vous pouvez également la défausser pour activer le symbole qui est en haut à gauche. Et ces symboles qui sont en haut à gauche, en fait, c'est les symboles qu'on vient de voir, c'est les mêmes que ceux qu'on retrouve sur les différentes cartes, c'est-à-dire que vous avez le symbole de piocher un punk, jouer l'événement des raiders, de faire une blessure, gagner une eau, restaurer, redresser une carte, etc. etc. Donc chacune des cartes aussi, si vraiment vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas la jouer parce qu'elle est trop chère, elle n'est pas intéressante ou qu'est-ce, bah vous pouvez aussi tout simplement la défausser pour son effet de défausse qui est en haut à gauche. Et donc la partie va se poursuivre de cette manière. À son tour, chaque joueur fait les 3 séquences du tour de jeu, donc avancer les événements, gagner 3 eaux et piocher une carte, et ensuite jouer des cartes en fonction des ressources qu'il possède, donc en fonction de sa limite en eau en fait. Et une fois qu'un des joueurs a ces 3 camps qui sont détruits, eh bien il perd immédiatement la partie et son adversaire est déclaré vainqueur. Boum! Et c'est tout pour Radlands. Alors évidemment, Radlands, je commence par l'esthétique du jeu qui est juste absolument sublime. Alors ça, c'est la couverture, hein. Comme c'est une édition Kickstarter, du coup, c'est vraiment sans fioriture, hein. Il n'y a même pas, au dos de la boîte de jeu, en fait, il n'y a absolument rien. Il y a juste les illustrations. C'est à peine si j'ai un numéro de backer, de soutien pour la campagne. Mais sinon, vraiment, c'est très très épuré, c'est assez joli, assez étonnant aussi comme couleur, l'espèce de violet rosâtre, là, un peu fuchsia, c'est vraiment assez sympa avec tout cet univers un peu post-apocalyptique. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Je vous montre également l'autre tapis de jeu, si jamais vous voulez vous procurer l'édition Deluxe. Hop, l'autre tapis de jeu, il ressemble à ça. Sachant que les éléments sont inversés, hein, sur chaque tapis de jeu. Il y en a un avec les événements à droite, et sur l'autre, les événements étaient à gauche. Voilà, donc vous jouez en fonction de ce que vous préférez. Voilà, donc ça c'est juste pour l'esthétique. Bon, évidemment, les cartes, allez, je vous en montre encore quelques-unes, elles sont toutes... c'est très d'inspiration post-apocalyptique, hein, ça aurait pu s'appeler Mad Max, le jeu de cartes. Hein. Enfin, très clairement, bon là, il n'y a pas de licence, mais franchement, on retrouve absolument tous les classiques de cet univers post-apocalyptique, un peu punk, cyberpunk, avec... voilà, donc vraiment, hop... Des fois avec des petits pouvoirs psychiques, avec des mutants, avec de la radioactivité, enfin voilà, avec des mecs un peu chelous. C'est vraiment extrêmement... Enfin, vraiment, les illustrations sont assez belles. Sachant que là, le paquet de cartes est assez épais. Il y a quand même... toutes les cartes ne sont pas uniques, hein. Il y en a pas mal qui sont en 2 exemplaires, mais on a quand même une bonne variété des pouvoirs. Et pareil pour les camps, hein. Les camps sont extrêmement variés. Ils vont vraiment orienter votre jeu d'une manière très, très différente. Par exemple, je regarde l'obélisque. L'obélisque, vous le détruisez au début de la partie, donc il vous fait absolument aucun bonus, mais il vous donne 3 cartes dans votre main de départ. Donc ça peut se discuter, ça peut vous donner un bon petit boost. Puis vous en avez une autre aussi, c'est un petit peu comme dans le film avec Mortal Engines, là, c'est celui-là. C'est des villes marchandes, donc ça c'est une ville qui va pouvoir bouger comme ça le long de sa colonne pour... aller attaquer les camps adverses. Donc c'est assez rigolo aussi d'utiliser ça. C'est difficile à utiliser, mais voilà, ça apporte vraiment de la bonne variété dans les parties. C'est très thématique. Voilà, typiquement, le réacteur, vous pouvez le détruire, et quand vous détruisez le réacteur, vous tuez toutes les personnes qui sont sur le plateau.
Donc, bah oui, c'est thématique, hein, le réacteur explose, tout le monde meurt, il n'y a pas de problème. Voilà, le canon, le garage, enfin voilà, tout est, c'est vraiment excellent la manière dont le jeu est mis. Et surtout, la qualité des cartes. C'est des cartes très spécifiques, on ne le voit pas du tout comme ça, mais en fait, c'est des cartes qui sont extrêmement lourdes, elles sont épaisses, on dirait presque qu'elles ont été plastifiées. C'est une nouvelle méthode qui est utilisée par Roxler, j'ai pas trop compris exactement dans le détail ce que ça recouvrait comme méthode, mais en gros, ça veut dire que les cartes sont super résistantes et que vous n'avez pas besoin de les protéger avec des pochettes. Bon, de toute façon, je le fais pas, mais voilà, donc c'est un petit peu la spécificité aussi, c'était aussi le petit élément vendeur de la campagne. Bon, c'est vrai que voilà, les cartes sont de très très bonne qualité, il n'y a pas à redire là-dessus. Cela étant dit, mécaniquement, qu'est-ce qu'on peut dire du jeu? Bon, moi je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ce jeu, enfin beaucoup, j'aime bien. Franchement, il est très très agréable, je dirais pas que j'en ferai 200 parties toute la journée, mais franchement j'aime bien, je suis très content de l'avoir. Et visuellement aussi, c'est toujours un plaisir d'y jouer. Mais je peux comprendre que des gens n'aiment pas trop et y trouvent à redire. Et pour plusieurs raisons, alors déjà les raisons pour lesquelles j'aime bien, c'est que c'est les interactions entre les cartes. Il y a plein de petites choses à faire, enfin, là j'ai déjà fait pas mal de parties, mais j'ai pas encore vu tous les camps, j'ai pas vu toutes les interactions possibles entre les camps et entre toutes les cartes qui sont ici, parce que du fait de la variété de ces cartes et des camps, bah ça peut donner des combinaisons vraiment très sympas, hein. Comme je vous disais sur les punks, a priori un punk ça sert à rien, à part être de la chair à canon, mais dans le contexte où une carte vous fait popper un punk, l'autre vous permet de détruire un punk pour faire un dommage à l'adversaire, et puis une autre vous dit que quand vous avez fait un dommage, bah vous gagnez ceci, nanana, bah ça peut faire un petit cercle vertueux avec des combinaisons assez sympas. Donc ça vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a plusieurs manières de gagner, c'est pas forcément en détruisant les cartes de l'adversaire directement ou en l'attaquant directement, ça peut aussi être en jouant l'événement des raiders là, qui va venir servir un petit peu d'attrition durant toute la partie et obliger l'adversaire à consommer des ressources pour réparer ses camps tout le temps. C'est plein de petites pistes vers la victoire. Il faut être tout le temps en fait hyper opportuniste, il faut s'adapter en permanence. Et c'est peut-être ça en fait qui va lui être reproché par des joueurs qui aiment bien jouer à Magic ou à des jeux de cartes un petit peu plus consistants, où vous construisez votre paquet, où il faut jouer telle combinaison de cartes, tout ça, ça vous sert de telle manière, il faut être hyper précis. Là, il faut être... il y a quand même comme on pioche pas beaucoup de cartes et qu'on a peu de cartes en main, bah, le hasard peut quand même venir interférer dans votre partie. Voilà, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça peut en frustrer certains, parce qu'en plus il y a des cartes qui sont plus fortes que d'autres, mais en même temps ça dépend aussi des situations. C'est pas vraiment que les cartes sont pas équilibrées, je le vois pas comme ça, mais c'est que oui, dans certaines situations, telle carte elle va être très cool en début de partie, puis en fin de partie elle vous sert à rien effectivement, et telle autre sera beaucoup plus puissante à ce moment-là. Donc ça dépend un peu du contexte, et comme vous piochez pas beaucoup de cartes, bah, ça reproduit un petit peu la mécanique d'un monde post-apocalyptique où les ressources sont rares. En fait, vous avez peu d'eau et peu de cartes en main, il faut vous débrouiller avec ça. Donc moi, ça me dérange pas, parce qu'on est vraiment dans l'opportunisme. C'est à chaque tour de jeu, on fait du mieux possible pour se préparer à la suite, mais on fait pas absolument tout ce qu'on veut. On peut pas avoir forcément une stratégie de très long terme où on se dit ok, dans 3 tours je fais ça, etc. Non, c'est pas tout à fait possible de planifier comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'à chaque tour de jeu, vous avez finalement assez peu d'options, parce que quand vous avez, disons, 3 cartes en main, c'est un peu le bout du monde, parce que les cartes, ça s'use très très vite. Donc finalement, quand vous avez 3 cartes en main, bah, vous n'avez pas 200 000 manières de les jouer, hein. C'est soit vous les placez sur le terrain, soit vous les défaussez. Et votre eau, comme vous n'avez pas 50 eaux à utiliser, bah, vous pouvez aussi faire assez peu de choses, hein. Une fois que vous avez joué une carte, ou pioché une carte, bah, c'est la fin de votre tour. Une fois que vous avez activé une capacité, il vous reste plus que 2 eaux, enfin 1 ou 2 œufs en fonction de ce que coûte la capacité, et puis du coup bah, ça restreint beaucoup du coup votre champ de possibles. Donc malgré tout, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on peut à chaque tour de jeu vraiment englober tout ce qu'on a. On n'a pas une surcharge cognitive, même s'il y a plein de petites interactions, il faut penser à pas mal de choses, mais ça reste très gérable. Et du coup, on peut aussi regarder ce qu'il y a chez l'adversaire et prendre parfaitement et complètement en compte le jeu de l'adversaire. On n'est pas sur un jeu, je sais pas, sur Keyforge, des fois on peut... Enfin, j'aime beaucoup Keyforge, c'est pas le problème. Mais des fois, on peut aligner, je sais pas, 5-6 créatures de côté, 5-6 créatures de l'autre, des artefacts, du bordel, la personne, elle a 8 cartes en main. On sait pas du tout ce qui va nous tomber sur la gueule au prochain tour. Ici, c'est pas vraiment le cas. On a quand même une vision très claire de ce qui se passe sur le terrain. On sait les événements qui arrivent, on sait quand est-ce qu'ils vont arriver. Et on voit bien que l'adversaire, il a 1 ou 2 cartes en main, donc il va pas non plus nous écraser et nous détruire toutes nos cartes en un seul tour de jeu. On peut le voir venir.
Donc moi c'est aussi un aspect que j'aime bien, c'est que finalement il y a assez peu de choses à chaque tour de jeu, il se passe pas énormément de choses, on est dans la rareté. Chaque décision est pesante, on peut très vite faire une erreur et se retrouver avec un camp qui est détruit parce qu'on n'a pas pensé que l'adversaire pouvait payer une eau pour redresser celui-là et faire ceci, cela. Donc il faut être bien attentif à ce que peut faire l'adversaire et aux combinaisons qui peuvent être faites entre les cartes. Et donc ça, moi je trouve ça très appréciable, mais encore une fois, je peux comprendre que ça puisse en frustrer certains, d'être parfois un petit peu trop soumis au hasard, même si une fois qu'on connaît les cartes et qu'on sait comment ça fonctionne, on est un peu moins soumis à ce hasard et on voit un peu mieux comment maîtriser le jeu. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a quand même du hasard et beaucoup d'opportunisme. Et moi, ça ne me dérange pas et c'est plutôt le type de jeu que j'aime bien. Voilà, donc c'est tout pour Radlands. J'espère que ça vous aura permis de le découvrir, que ça vous aura donné envie de le tester. J'espère vraiment qu'il sortira en français à un moment ou à un autre. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Il va sortir en version boutique en anglais, donc de toute façon vous pourrez l'avoir. Mais voilà, si vous avez l'occasion de faire une petite partie, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, c'est un petit peu différent dans les jeux de cartes d'affrontement. Ça ressemble un peu pas trop à ce qu'on voit d'habitude. C'est des interactions un peu différentes, une manière de penser un peu différente. Et donc c'est assez sympa. Voilà, donc c'est tout pour Radlands. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!